Ici, la Voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Washington Forum. Gros plan ce soir sur le Burundi, un possible troisième mandat de Pierre Nkurunziza, mais le pays en émoi et rappelle les heures sombres de la guerre civile. Pierre Nkurunziza officiellement investi candidat du parti au pouvoir. Le président sortant semble vouloir s'éterniser malgré la pression de la communauté internationale qui craint un nouveau conflit dans ce pays d'Afrique centrale. Ces craintes sont-elles justifiées? Élément de réponse dans ce Washington Forum. Washington Forum. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Coup de projecteur ce soir sur le Burundi dans cette émission et à Mahoro pour ceux qui nous suivent à Bujumbura. Mais tout d'abord, actualité oblige, parlons du Togo qui a organisé le 25 avril dernier son scrutin présidentiel. Une élection à un tour où l'opposition partait divisée face au président sortant Faure Gnassingbé qui dirige le pays depuis 10 ans. En 2005, il avait été porté au pouvoir par l'armée après la mort de son père, Gnassingbé et Yadema, puis élu dans le sang la même année. En 2010 déjà, sa réélection face à Jean-Pierre Fabre avait été contestée. A noter que la constitution togolaise ne limite pas le nombre de mandats présidentiels. Écoutons ce soir Jean-Pierre Fabre qui dénonce les résultats du scrutin de samedi dernier. Les résultats proclamés ce mardi 28 avril 2015 par le président de la CENI sont des résultats frauduleux. Cette victoire acquise de haute lutte, malgré les embûches de tous ordres, c'est la victoire du Togo et du peuple togolais. Voilà pour cette déclaration de l'opposant togolais Jean-Pierre Fabre. Pour en parler, nous retrouvons notre correspondante à Lomé, Kaï Lawson. Bonsoir Kaï. Bonsoir. Kaï Lawson, l'histoire se répète puisque l'opposition togolaise ne reconnaît pas la victoire de Faure Gnassingbé. Mais ce jeudi, élément important, les Nations Unies ont estimé que cette élection présidentielle était crédible, libre et transparente. C'est Mohamed Imchambas, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, qui l'a dit. Alors qu'en pense Kaïl, l'opposition togolaise? Pour l'opposition togolaise, on pose d'ordre électoral au coup de force, comme ça a été le cas en 2005 et en 2010. Pour la coalition CAP 2015 qui a choisi Jean-Pierre Fabre comme candidat, et le président Faure présider à la destinée du Togo pour les 5 prochaines années, surtout que les Togolais n'ont pas voté pour lui. Le candidat Jean-Pierre Fabre a fait savoir hier au cours d'une conférence de presse qu'il ne va pas faire recours à la Cour constitutionnelle, estimant que cette Cour est à la solde du pouvoir, mais usera de tous les moyens qui ont son pouvoir pour pouvoir arracher sa victoire acquise à la faveur d'une haute lutte du peuple togolais. Alors Kaï, la ligne n'est pas très bonne avec Lomé. Une dernière question simplement. Très forte abstention, plus de 40% des électeurs ne se sont pas déplacés. Pourquoi selon vous? La situation elle est très simple. D'abord, il y a certaines organisations de la société civile et d'autres partis politiques qui ont appelé au boycott, estimant que tant que les réformes institutionnelles et constitutionnelles n'ont pas été faites, le scrutin ne peut pas se dérouler dans un climat apaisé et de transparence. Donc, une partie des Togolais ont suivi cet appel du boycott et n'ont pas fait le déplacement des urnes ce 25 avril. Tu peux pas croire également qu'il y a Merci beaucoup. C'était du Togo, notamment l'Église catholique, ouais, qui a appelé, qui n'a pas fait l'observation de ce scrutin. Quand on sait que l'Église catholique a une mainmise un peu sur le peuple togolais, les gens ont suivi également l'Église catholique et ne se sont pas déplacés pour le scrutin. Merci beaucoup. C'était Kaï Lawson, notre correspondante à Lomé. Voilà, retour sur ce plateau, ici à Washington. Les grandes lignes de la situation au Burundi sont connues. Place évidemment à nos invités. Mais on va parler évidemment de ce scrutin du 26 janvier, scrutin de tous les dangers, pays au bord du chaos. Les qualificatifs les plus alarmistes se multiplient depuis une semaine. Une chose est sûre, l'annonce de l'investiture de Pierre Nkurunziza par le parti au pouvoir ne s'est pas faite sans bruit. Je vous propose tout de suite de regarder ce reportage de Lionel Gaïma. Le peuple burundais dans la rue.
Une grande partie de la population s'est levée depuis la désignation la semaine dernière de Pierre Nkurunziza par le CNDD-FDD. Le président sortant est désormais en piste pour un troisième mandat à la tête du pays. Souriant devant ses partisans, Pierre Nkurunziza reste serein sur les rives du lac Tanganyika. Ses adversaires et la communauté internationale dénoncent la violation des accords d'Arusha. Ce texte avait mis fin à 2 décennies de guerre civile. La jeunesse burundaise, inspirée par l'exemple burkinabé, n'attend rien laisser passer. Je soutiens de tout mon côté, de tout mon possible, pour que ce président ne reçoive pas ce troisième mandat. Même s'il le reçoit, vous voyez tout le monde que le président, il ne veut pas que personne qui peut le contredire. Il essaie de tuer. Au moins 2 manifestants sont morts au Burundi depuis une semaine, plusieurs autres blessés. La fièvre électorale fait craindre le pire. Quelques 25 000 Burundais ont déjà fui essentiellement au Rwanda et en République démocratique du Congo, selon le Haut-Commissariat pour les réfugiés. À Bujumbura, la détermination est totale, malgré les coupures des réseaux sociaux comme Facebook ou WhatsApp. Des radios privées sont aussi empêchées d'émettre. Ça ne fait que commencer, le mouvement s'arrêtera lorsque le président de la République aura déclaré qu'il renonce à sa troisième candidature pour diriger le pays. L'élection présidentielle prévue le 26 juin est dans tous les esprits. La Cour constitutionnelle burundaise tranchera d'ici là sur la légalité ou non d'un éventuel troisième mandat pour le président Nkurunziza. Voilà les grandes lignes de la situation au Burundi pour ce reportage. Place à nos invités. À mes côtés, en studio, l'ambassadeur du Burundi aux États-Unis, Ernest Ndabeshinze. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, monsieur Nicolas Pinault. Depuis nos studios à Londres, Karina Tertzakian de l'ONG de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch. Bonsoir. Bonsoir. Depuis Bamako, où il est le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, nous avons le plaisir d'avoir au téléphone Pierre Buyoya, ancien président burundais. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, la situation est dressée évidemment. La tension persiste ce jeudi dans la capitale burundaise. Un militaire a été tué et un civil blessé par un officier des services de renseignement qui a ouvert le feu près d'une barricade à Bujumbura. Toujours ce jeudi, au moins 9 manifestants ont été blessés, dont certains par balle, lors de nouveaux affrontements avec la police dans le quartier de Kinanira. C'est ce qu'affirme la Croix-Rouge burundaise. Le gouvernement a aussi décidé de fermer les résidences universitaires et le procureur général a annoncé la création d'une commission chargée de traduire immédiatement en justice les responsables des manifestations. Première question pour vous, Karina Tertzakian. Votre organisation Human Rights Watch dénonce aussi une centaine d'arrestations depuis une semaine dans le pays. Il y a eu en fait plusieurs centaines d'arrestations depuis que les manifestations ont commencé dimanche. Parmi ces personnes, il y a des manifestants, mais également d'autres personnes qui étaient peut-être des passants ou qui se sont trouvés mêlés à ces événements. Nous ne savons pas très bien quel est le sort de ces personnes. Il y en a de nombreuses qui sont détenues à la police, d'autres seraient détenues chez les services de renseignement, parfois de manière tout à fait illégale. Nous craignons que les procédures judiciaires ne soient pas correctement respectées, comme nous l'avons vu parfois dans le passé. Alors, ambassadeur Ndabashinze, avant de vous entendre, je précise que Tom Malinowski, le secrétaire d'État américain adjoint pour la démocratie, les droits de l'homme et le travail, était à Bujumbura. Il a rencontré le président Pierre Nkurunziza. Voici ce qu'il a déclaré à l'issue de cet entretien. J'ai quitté le président avec l'idée que ce pays, avec son histoire compliquée et difficile, est comme une marmite. Si vous essayez de mettre un couvercle sur cette marmite, ça n'empêche pas l'eau de bouillir. Ça risque de déborder. Et j'ai réitéré notre ferme position qu'il faut un espace pour l'opposition et que les critiques puissent s'exprimer. Les deux camps, le gouvernement et l'opposition, doivent s'abstenir de toute violence et intimidation pour que le processus démocratique fonctionne et soit pleinement légitime. Alors, ambassadeur Ndabashinze, on a entendu les uns et les autres. Quelle est votre lecture de ce qui se passe actuellement au Burundi? Je vous remercie tout d'abord pour l'invitation que vous m'avez adressée pour participer à cette émission.
Concernant la situation qui prévaut au Burundi, tout d'abord, il faut savoir que suite à la désignation de son Excellence président Nkurunziza à la candidature aux élections de juin de cette année, l'on a observé un appel à des manifestations, un appel lancé par certains leaders des partis politiques d'opposition, mais également certains leaders des organisations de la société civile. Il faut reconnaître qu'au Burundi, la liberté d'expression sous toutes ses formes, y compris les manifestations, est garantie par la Constitution. Mais comme tout partout ailleurs dans le monde, cette liberté doit s'exercer bien évidemment dans le strict respect des lois républicaines. Et ça, vous le comprenez très bien. C'est pour l'intérêt de la population, mais aussi pour l'intérêt des biens. Alors, constatant que cela étant fait reconnu par la Constitution, l'on est en droit de se poser la question suivante. Que se passe-t-il alors sur le terrain à Bujumbura? Les faits sont têtus, les faits parlent. Il a été constaté que lors de ces manifestations, certains manifestants avaient des armes. Des grenades ont été lancées. Ça, il faut le reconnaître. Mais globalement, est-ce que vous estimez que la pression internationale est justifiée? Vous trouvez qu'elle est déplacée? Sur la question du troisième mandat. Tout d'abord, permettez-moi de finir avec les manifestations. Dès lors que les manifestants utilisent la violence, dès lors que les manifestants utilisent les grenades, utilisent les armes à feu, vous avez vu vous-même des pierres qui ont été barricadées pour paralyser la vie nationale. Là, on n'est plus dans le respect de la loi. D'accord, mais par conséquent, ceux qui sont responsables des actes de violence, vous avez tout de même, vous aussi parlé qu'il y a un militaire qui a été tué. Il faut qu'il y en a qui rendent des comptes, absolument. Mais concernant cette pression récurrente de la communauté internationale, est-ce qu'elle est déplacée selon vous? Chacun devrait se mêler de ses affaires. Quelle est votre réponse concernant ces pressions constantes, notamment de la part des Américains? Vous savez, je respecte la position de tout un chacun. Mais en même temps, il faut reconnaître que le Burundi a une constitution. Et cette constitution prévoit tous les cas de figure, comment les élections sont organisées, les candidatures, etc. etc. Mais, surtout très important, la constitution prévoit des cas de contestation de candidature et prévoit comment on peut résoudre cette question. C'est par la Cour constitutionnelle. Alors, nous invitons tout un chacun à respecter la Constitution burundaise. Le respect des Burundais passe d'abord et avant tout par le respect de ces institutions, principalement la Constitution. Alors, la Cour est saisie, vous le savez très bien. Voilà, on va et alors, attendons ce que dira la Cour constitutionnelle. Voilà, et on rappelle pour tous ceux qui nous suivent que le Sénat burundais a saisi justement cette Cour constitutionnelle qui tranchera donc en dernier recours la validité ou non d'une candidature de Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat. Pierre Buyoya à Bamako, je me tourne vers vous. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous avez été 2 fois président du Burundi. À chaque fois, vous avez accédé au pouvoir à la suite d'un coup d'État. Mais à chaque fois, et il faut le saluer, vous avez transmis le pouvoir pacifiquement à votre successeur après des élections crédibles. Selon vous, Pierre Buyoya, on cite beaucoup les accords d'Arusha de 2000 pour justifier ou non cette candidature de Pierre Nkurunziza. Vous étiez l'un des signataires du texte à l'époque, avec entre autres Nelson Mandela. Pierre Buyoya, y a-t-il ambiguïté ou non dans le texte? Oui, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet il y a à peu près 2 semaines. Et je crois que sur le plan juridique, les choses sont claires pour moi et ne souffrent d'aucune confusion. Il y a 2 textes de référence au Burundi. Il y a d'abord l'accord d'Arusha. L'accord d'Arusha est absolument clair et il dit en son article 7, alinéa 3. Voilà, justement.
On va, que le président est élu pour un mandat de 5 ans, voilà, renouvelable une seule fois. Voilà, parfait. Et alors, nul la régie ne me peut fait signe. exercer Exactement. plus de 2 mandats présidentiels. Voilà, pour ceux qui nous suivent, il est écrit sur l'écran justement, hein, je voudrais vous lire cet article 7. Le président est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels, vous l'avez dit. Donc pour vous, évidemment, c'est clair, Pierre Buyoya. Mais ambassadeur Ndabashinde, vous n'avez pas répondu tout à l'heure sur la question du 3e mandat. Vous dites qu'il faut laisser la Cour faire son travail? Vous savez... mais si vous permettez, je voulais citer aussi l'article de la Constitution qui dit la même chose. L'article 96 dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct par un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Et l'article 302 de la même Constitution ajoute qu'à titre exceptionnel, le président de la République de la période de post-transition est élu par l'Assemblée nationale et le Sénat est réuni en congrès à la majorité des 2/3 des membres. Et c'est ça qui s'est passé en 2005. Le président a été bel et bien élu, il a prêté serment, il a formé un gouvernement, il a gouverné pendant 5 ans. Monsieur Buyoya, pour moi, sur le plan légal, les choses sont claires. Voilà. Au Burundi, le mandat présidentiel, c'est 2 mandats de 5 ans renouvelables une seule fois. Voilà. Alors Pierre Buyoya, vous restez avec nous à Bamako. Ambassadeur, vous restez avec nous dans ce studio. On va marquer tout d'abord une petite pause dans cette émission et on se retrouve juste après pour ce débat sur le Burundi. Retour dans ce Washington Forum, gros plan cette semaine sur le Burundi qui est en ébullition autour de la possible candidature pour un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Nous en parlons avec l'ambassadeur burundais aux États-Unis, Ernest Ndabashinde, Karina Terzakian de Human Rights Watch à Londres et Pierre Buyoya depuis le Mali. Il est l'ancien président burundais. Le thème de cette semaine a déchaîné un concert de réactions sur notre page Facebook. Je vous propose de lire certains de ces commentaires tout de suite. Tout d'abord, Youssouf Ouedraogo à Yamoussoukro, c'est en Côte d'Ivoire. Selon lui, même si le CNDD-FDD a commis l'erreur de choisir le président de la République en fin de mandat constitutionnel pour le représenter, il appartient à Pierre Nkurunziza de prendre de la hauteur afin de garantir la paix et l'unité nationale au Burundi. Autre commentaire à Dakar, au Sénégal, Abdoulaye Wandjanga. Pour lui, le président Nkurunziza doit savoir que c'est le peuple qui l'avait choisi et s'il s'oppose à son 3e mandat, il doit se désister. On va passer également à un autre commentaire qui nous est évidemment fourni sur cette page Facebook. On va avoir Égide Nzambi qui est à Bujumbura, justement au Burundi. Je vous assure que d'ici 5 jours, le président Nkurunziza dira qu'il renonce à son 3e mandat. Vous ne voyez pas comment nous travaillons jour et nuit pour le chasser du pouvoir. Il voit qu'il ne passera pas lui. C'est ce qu'indique en tout cas cet auditeur burundais. À Lubumbashi en RDC, Macrussel Zimba estime que c'est vraiment déplorable l'attitude du président Nkurunziza. On doit apprendre en Afrique à respecter le peuple. Lorsque vous n'étiez pas président, le Burundi existait avec son peuple. Quant à Destin Leba à Brazzaville au Congo, en temps normal, si ces présidents dictateurs travaillaient pour le peuple, ils partiraient sans problème, comme c'est pour leurs propres intérêts. Ils s'en foutent du peuple. La leçon du Burkina n'a pas suffi à ces dictateurs. Et enfin, un dernier commentaire de Fidji Kifufu à Kinshasa en RDC. Pour lui, les présidents africains font honte. Nous sommes au XXIe siècle. La dictature n'a pas sa place. N'y a-t-il pas une vie après la présidence? Pierre Nkurunziza doit partir, tout comme Kabila, Sassou Nguesso et Paul Kagame. Voilà pour ces commentaires. Alors on parle de Facebook. Karina Terzakian à Londres. Facebook, les autres réseaux sociaux comme WhatsApp et notamment Viber sont très perturbés au Burundi. Des radios ont aussi été empêchées d'émettre, comme la RPA ou Bonesha FM. Une situation que Human Rights Watch a dénoncée.
Oui, la situation, l'attitude du gouvernement envers les médias indépendants, les médias privés est vraiment très très regrettable. Les médias, bien sûr, sont un pilier fondamental de la démocratie dans n'importe quel pays. Et là, actuellement, le gouvernement est en train de bafouer la liberté des médias d'une manière flagrante. Donc il y a la radio publique africaine, RPA, qui est la radio la plus écoutée au Burundi, qui a été complètement suspendue depuis lundi. Il y a deux autres radios, la radio Isanganiro et la radio Bonesha, qui toutes les deux ont été interdites de faire des reportages en direct à partir des lieux, des manifestations. Et on a également suspendu toute leur diffusion dans les provinces, donc à l'extérieur de la capitale. Et ça, c'est particulièrement grave, puisque la population burundaise, notamment dans les milieux ruraux, dépend presque entièrement de ces radios pour savoir ce qui se passe dans le pays. Donc non seulement ces mesures violent le droit, les libertés des médias, mais violent également le droit à l'information pour la population burundaise qui ne sait plus ce qui se passe et qui n'a pas accès aux informations sur les événements qui la concernent directement. Alors, ambassadeur Ndabashinze, vous êtes ici à Washington. Quand vous entendez ces accusations contre le gouvernement burundais accusé d'empêcher la jeunesse de communiquer, quelle est votre réponse? Tout d'abord, je voudrais réagir à ce qu'a dit son Excellence le président Buyoya, à qui j'ai beaucoup de respect. C'est un ancien chef d'État, c'est un sénateur burundais, en disant qu'il faudrait qu'on évite un peu de confusion. Nous sommes aujourd'hui en 2015, le Burundi est régi par la Constitution, non pas par l'accord d'Arusha. C'est vrai, l'accord d'Arusha, c'est l'un des textes, non pas seulement l'accord d'Arusha, mais aussi l'accord de cessez-le-feu avec les rebelles en 2003. C'est l'un des textes, alors, qui ont inspiré le législateur burundais. Mais aujourd'hui, le Burundi n'a qu'une et une seule constitution qui a été adoptée par référendum en 2005. Et je voudrais inviter tout le monde à se référer à cette constitution. Parce que la démocratie, c'est ça aussi, c'est le respect des lois. Donc selon vous, le premier mandat du président Pierre Nkurunziza, issu des accords d'Arusha, ne compte pas dans ce débat. D'où la légitimité de cette candidature, pour bien qu'on comprenne. La candidature de son Excellence M. Pierre Nkurunziza est en conformité avec la constitution du Burundi. Il a toujours dit lui-même, il a toujours dit qu'il sera candidat, 1, si son parti le présente, 2, si c'est conforme à la loi. Première étape, son parti l'a présenté. Il reste la seconde étape qui consiste à vérifier la constitutionnalité de la loi. Et ça, c'est le rôle, non pas des médias, non pas des manifestants, de la Cour constitutionnelle. De la Cour constitutionnelle. Alors, sur justement. Deuxièmement. Mais répondez, il faut quand même qu'on avance dans ce débat concernant le blocage des réseaux sociaux. Quelle est votre réponse? Est-ce qu'il y a un problème ou non? Je voudrais en venir justement. Je respecte ce qu'a dit Mme Karina Testarkian. Je respecte son engagement pour les droits de l'homme, la liberté d'expression. Je l'ai même déjà rencontré à 2 reprises. J'ai même organisé des rencontres entre les affaires étrangères en matière du sommet États-Unis-Afrique. Cependant, elle sait elle-même, elle sait pertinemment que la liberté d'expression se fait toujours dans le respect de la loi. Dès lors que des individus se mettent à utiliser les grenades, dès lors que des armes à feu sont sorties, dès lors que les routes sont paralysées, c'est ça la liberté d'expression qu'on essaie de promouvoir? Dès que des radios, des médias, pas tous, mais certains, appellent à l'insurrection, parce que c'est le mot exact, dès l'instant qu'il y a des gens qui utilisent la violence. Vous avez même lu un internaute qui a parlé de chasser le pouvoir. Le terme a été lâché par lui-même. Il s'agit de chasser le pouvoir. C'est ça l'objectif? C'est ça la démocratie? Alors, dès lors que des médias qui sont censés donner des informations neutres et réalistes à la population se mettent à propager des messages d'appel à l'insurrection, vous savez qu'au Burundi, on sait ce que c'est. Nous avons connu 93. Nous avons connu le lot des morts. Alors, le gouvernement, il est de son obligation régalienne de prendre ses responsabilités. J'aimerais poser une question à Karina. Si ce mouvement insurrectionnel était, j'allais dire, propagé par les médias,
et qu'on laissait les médias libres cours propager ce mouvement insurrectionnel, appeler à la haine, est-ce qu'elle est prête à assumer les conséquences de cela? J'aimerais qu'elle me dise oui, qu'elle assumera. Au nom de tous les Burundais. Est-ce que les morts qui en suivront, elle va l'assumer devant les parents? On va la laisser répondre très rapidement parce qu'on sera sur la fin de cette émission. Karina Tertsakian à Londres, rapidement, voulez-vous répondre à l'ambassadeur? Je n'ai aucune information selon laquelle RPA ou Radio Isanganiro ou Radio Bonesha ont appelé à la haine. Ces radios n'ont pas non plus prêché la violence ou demandé aux gens d'attaquer les forces de l'ordre, pas du tout. Ce sont des radios privées qui font leur travail tout simplement, qui ont le droit d'informer les publics et qui ont le droit également d'exprimer des opinions. Je ne partage pas non plus cette qualification d'insurrection. Les Burundais ont le droit de manifester, comme l'a dit lui-même Monsieur l'ambassadeur. Ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit d'exprimer des points de vue contraires à ceux du parti au pouvoir. Alors, merci Karina Tertsakian à Londres. Pierre Buyoya, au vu de votre expérience à la tête du Burundi, avez-vous peur pour la suite des événements dans votre pays? Oui, bien sûr. J'ai peur et je pense que tout le monde a peur parce que on voit que le pays glisse petit à petit dans une crise dont on ne voit pas l'issue. Donc, on ne peut pas ne pas avoir peur. Mais si vous permettez, je voudrais revenir sur l'argument. Allez-y, il reste très peu de temps. Il reste 1 minute 30, allez-y. D'abord, je suis étonné que l'ambassadeur du Burundi à Washington affirme que l'accord d'Arusha ne compte pas, compte seulement la Constitution. Je voudrais être d'accord avec lui. Même dans ce cas, dans cette hypothèse, je pense que nous sommes en face d'une interprétation de la Constitution dans le sens qui intéresse le pouvoir, mais l'esprit et la lettre de la Constitution est claire. Un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Ce qui a changé entre le premier mandat et le deuxième, c'est uniquement le mode d'élection. Et ce n'est pas le mode d'élection qui détermine le mandat. Dans beaucoup de pays du monde, les chefs d'État sont élus par l'Assemblée nationale et le Sénat et leur mandat est valable. Voilà, Monsieur Buyoya, pardon de vous interrompre, mais on est pris par le temps évidemment. On me fait signe en régie que cette émission Washington Forum touche à sa fin évidemment. Nous reviendrons sur les événements au Burundi. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. On va remercier Pierre Buyoya qui était à Bamako, on va remercier Karina Tertsakian qui était à Londres et on va remercier l'ambassadeur du Burundi ici aux États-Unis qui était à nos côtés en plateau. Je remercie également pour la réalisation de cette émission Lionel Gaïma et Linda Ringe. Merci à tous de votre fidélité. On se retrouve sur voaafrique.com. Ainsi s'achève ce Washington Forum. Je vous dis à très bientôt sur VOA Afrique.